Notre invité s'appelle Yves Doutrillo, c'est l'ancien ambassadeur de France auprès de l'OSCE. Je vous dis ce que c'est dans un instant. Et l'ancien représentant adjoint de la France aux Nations Unies. Monsieur Doutrillo, merci d'être là avec nous en plateau. Alors l'OSCE, je le précise, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ça a été créé en 1995. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais la question que je voulais vous poser, donc vous êtes diplomate de carrière, vous l'avez été en tout cas fort longtemps. Est-ce qu'il vous semble, quand on entend les déclarations, par exemple, du président turc Erdogan, qui dit qu'il est l'ami de tout le monde, il est l'ami de Poutine, il est l'ami des Ukrainiens également, est-ce que c'est lui qui actuellement est au centre du jeu diplomatique, si tant est qu'il y ait un jeu diplomatique entre les Ukrainiens et les Russes ? Vous avez raison de poser la question du jeu diplomatique, parce que à ce stade, on ne sent pas chez les C'est pas très évident. chez les belligérants l'intention pour parler de paix. Il y a eu des pourparlers de paix, vous vous souvenez peut-être très vite, au Bien mois sûr, de mars. au tout début, d'abord au Bélarus. au Bélarus, et ensuite justement en Turquie, à deux reprises, Antalya et Istanbul. Ça n'a rien donné. Mais ça n'a rien donné. Et à ce stade, on a l'impression que ni Poutine n'a l'intention de céder dans sa volonté de contrôler une très grande partie de l'Ukraine, aujourd'hui au moins plus de 20% du territoire, Oui. et ni le président Zelensky et les Ukrainiens ne donnent le sentiment de vouloir des pourparlers de paix. D'ailleurs, il a même dit le contraire, je crois, hier, en recevant le secrétaire général de l'ONU à Lviv. Et au contraire, on voit sur le plan militaire, et ça c'est relativement nouveau, des initiatives prêtées à la partie ukrainienne sur le sol de la Crimée, et même, je crois, cette nuit, à nouveau sur le sol russe du côté de Belgorod. Donc, le fait même de viser la Crimée indique bien qu'on n'a pas la perspective de lâcher, et on veut au contraire recouvrer l'ensemble du territoire, pas seulement le territoire envahi depuis février 2022, mais également le territoire 2014. envahi depuis 2014 avec l'annexion illégale de la Crimée. Donc l'heure quand on n'est a pas posé du la tout à la question de la diplomatie. Turquie, encore faut-il qu'il y ait une perspective de paix. Alors effectivement, aujourd'hui, on ne la voit pas parce que les deux partenaires, façon de parler, les deux belligérants n'ont pas l'intention de faire parler la diplomatie. Alors en revanche, ce qu'il peut y avoir sur le plan diplomatique, c'est des initiatives sur des sujets bien ciblés, comme on l'a vu pour les céréales. Oui, pour les bateaux. Et là, effectivement, la Turquie a joué son rôle, mais aussi l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, parce qu'il faut bien voir qu'à l'ONU, le Conseil de sécurité est bloqué puisque vous avez le veto de la Russie. Oui. Alors, en revanche, le secrétaire général, qui est une personnalité indépendante, et qui a en plus le grand avantage d'avoir été réélu une deuxième fois. La tradition pour le secrétaire général de l'ONU, c'est qu'on ne fait que 2 mandats. Donc aujourd'hui, il est libre. Il n'a plus rien à demander à la Russie, ni d'ailleurs aux États-Unis, ni à la France, ni au Royaume-Uni, ni à la Chine, les 5 membres permanents. Il est relativement indépendant puisqu'il n'a pas de troisième mandat. Il est indépendant en parole, mais enfin, dans la mesure où le Conseil de sécurité est verrouillé par les Russes, et si pas par les Russes, par les Chinois, il est très impuissant aussi, Gutiérrez. Il est indépendant en ce sens qu'il peut jouer un rôle justement de médiation dès lors que ça n'implique pas l'intervention du Conseil de sécurité sous forme de résolution. Puisque effectivement la Russie va bloquer, elle a déjà utilisé du veto sur l'affaire ukrainienne, déjà depuis l'invasion et même avant, quand il y a eu l'annexion de la Crimée. Il y a eu plusieurs vétos russes. Donc le Conseil de sécurité ne peut pas agir. Il s'est réuni encore, je crois, la semaine dernière à propos de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Et je crois que le secrétaire général avait même proposé qu'on démilitarise, il l'a répété aujourd'hui et hier, qu'on démilitarise, et évidemment la Russie s'y est opposée, et puis ça n'a pas été beaucoup plus loin. Si on avait voulu aller plus loin, de toute façon, il y aurait eu un veto de la Russie. Alors, Monsieur Doutrillo, je le disais hier matin à l'antenne, on avait des reportages sur le fait que les Ukrainiens, désormais de manière très ouverte, disent que l'une de leurs cibles prioritaires, c'est le pont qui relie la Crimée à la mer Russie, qui a été construit en 2015, juste après l'annexion par les Russes. Poutine. Le pont qui s'appelle Poutine, ou le pont de Crimée, ou le pont de Kerch, ça dépend des appellations. Si les Ukrainiens cassent ce pont, est-ce que, selon vous, connaissant peut-être un petit peu la psychologie poutinienne,
ça peut donner des effets épouvantables parce qu'il le prendra vraiment pour lui, il sera blessé dans son ego et il pourrait y avoir des mesures de rétorsion massives. Ah, certainement, hein, parce que ce pont, il y a mis un effort considérable. Hein. Je crois que c'est le plus long pont d'Europe, d'Europe. avec de mémoire à peu près une quinzaine de kilomètres, 19 kilomètres de long. Alors, en plus, évidemment, il est très important pour l'approvisionnement pour l'armée de la Crimée. Encore que maintenant, il y ait une continuité territoriale pour accéder en Crimée par le continent lui-même, puisque tout le littoral de la mer Noire est occupé par l'armée russe. Mais on sait que les Ukrainiens veulent une contre-offensive, regagner la région de Kherson, donc justement cette partie du territoire ukrainien qui jouxte la Crimée, laquelle d'ailleurs est un territoire ukrainien, il faut ici le rappeler. Donc vous avez tout à fait raison, ce serait un symbole considérable. Alors simplement, les militaires vous expliquent que ce n'est pas tout à fait évident d'attaquer un tel pont. Je signale simplement que les Ukrainiens ont d'abord attaqué d'autres ponts beaucoup plus proches qui sont sur le Dniepr. Et qui sont beaucoup plus... Enfin, je sais que le Dniepr est très large à cet endroit-là, plus d'1 kilomètre de large en amont de Kherson. Mais ils ont visé des ponts qui sont plus ou moins détruits, mais pas totalement. Donc j'en déduis que sur le plan militaire, détruire un pont de cette longueur, ce n'est pas une affaire tout à fait évidente. Mais je ne suis pas militaire, donc je suis mal positionné pour en parler. Mais c'est sûr que pour Poutine, la Crimée, et pour beaucoup de Russes, hein, la très grande majorité de Russes, c'est chez lui. La Crimée, c'est chez eux, et l'annexion a été supportée par le peuple russe très largement. Nous, les Occidentaux, et pas seulement les Occidentaux, mais en termes de droit international public, la Crimée, ça fait partie de l'Ukraine. Simplement, il faut se souvenir de ce qui s'est passé juste avant l'invasion. Il y a quand même eu des contacts, notamment du président Macron, qui avait été à Moscou et qui avait été à Kiev. Et au retour, et puis il y a eu d'autres sources, on disait que du côté ukrainien, pour éviter cette agression, cette invasion, on pouvait envisager la neutralité de l'Ukraine et peut-être sur la Crimée faire preuve de souplesse. Voilà, ça n'a pas été, c'est pas écrit noir sur blanc. Mais vous voyez que maintenant, il semble que du côté ukrainien, on est quand même sérieusement évolué, en tout cas au niveau des discours. C'est pour ça que je dis que les pourparlers de paix, aujourd'hui, c'est vraiment hypothétique. C'est mort. Enfin, en tout cas, ça n'existe pas. À ce point-là, ça n'existe pas. Après 6 mois de grève, on ne discute pas de paix et on ne discute pas du tout, d'ailleurs. Donc, du coup, Monsieur Doutrillo, qu'imaginez-vous comme scénario de sortie de guerre? Parce que les guerres ne durent pas éternellement. On ne sait pas quand celle-là s'arrêtera. Sachant que les Ukrainiens ne s'effondreront pas parce qu'ils ont le soutien massif des fournitures militaires de l'Occident, sachant que les Russes, ils ne veulent pas s'arrêter non plus. C'est quoi la sortie de ce truc-là? Alors, vous avez dit que les guerres ne durent pas éternellement. Vous avez raison. Mais sauf les Palestiniens et les Israéliens. Qu'est-ce que vous appelez éternellement? Alors, vous parlez du conflit israélo-palestinien, mais en Europe, nous avons toute une série de conflits qu'on appelle des conflits gelés. Vous avez la Transnistrie depuis 1991, vous avez l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud depuis 1991 également, vous avez le Nagorno-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis 1991, et si vous calculez bien, 1991-2022, ça vous fait 31 ans. 30 ans. Alors on appelle ça... Mais c'est tellement microscopique. On appelle ça des conflits gelés. Alors pour l'Ukraine, en fait, le conflit date de 2014. C'est donc... Mais c'était que le Donbass. Voilà. Que le Donbass. Et c'est encore d'ailleurs le Donbass. Mais c'est aussi toute la partie sud de l'Ukraine. Donc moi, c'est très délicat de faire des pronostics. Vous savez, en géopolitique, les pronostics, qui avaient annoncé en 1988 que le mur de Berlin allait s'effondrer en 89. Certainement pas M. Mitterrand, qui s'était bien trompé. Qui avait prévu que l'URSS en 91 allait s'effondrer. Donc voilà, il faut vraiment prendre des pincettes. Mais l'une des hypothèses malheureuses à envisager, c'est un conflit qui va durer, peut-être avec des phases d'intensité réduites, comme on a pu voir dans le Donbass après 2014. Il y a eu des périodes de cessez-le-feu, dans le cadre des actes de l'accord de Minsk, que la France et l'Allemagne co-parrainaient. Donc il peut y avoir des réductions dans l'intensité des combats et dans le nombre de morts. Mais on peut aussi avoir à nouveau des phases, comme actuellement, on voit vraiment une phase de relative forte intensité, et cette fois-ci plutôt à l'initiative ukrainienne dans les derniers jours, en tout cas,
encore que la ville de Kharkiv, hier, dans cette nuit-ci, a été frappée bombardée durement et il y a eu des morts. Voilà. Juste un dernier mot, très brièvement, Monsieur Doutrio. Vous avez noté l'impuissance des Nations Unies à cause du Conseil de sécurité. Un truc comme l'OSCE, par exemple, qui siège à Vienne, l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, ne peut rien faire non plus. C'est une coquille vide. Alors, ça fonctionne par consensus. Donc, effectivement, la Russie peut tout bloquer. Simplement, l'OSCE peut parfaitement envoyer des commissions d'enquête. Elle l'a fait. Elle a publié un rapport très complet auquel je vous renvoie, dont j'ai parlé ici sur cette antenne au mois de juillet, sur toutes les atteintes aux droits de l'homme et aux droits de la guerre commises de part et d'autre, et principalement du côté russe. Donc, ce sont des organisations qui, même si elles sont bloquées à cause du veto russe, qu'il s'agisse du Conseil de sécurité ou de l'OSCE, peuvent cependant diligenter des enquêtes internationales. D'ailleurs, vous avez peut-être vu que le monsieur Guterres a diligenté une enquête sur la prison qui a été bombardée. Absolument. Avec une cinquantaine de soldats d'Azov ont été tués. Et là, il y a eu un accord miraculeux, semble-t-il, entre Moscou et Kiev pour qu'il y ait une enquête diligentée par les Nations Unies. Donc, vous voyez, les organisations peuvent aussi diligenter des enquêtes. Mais ça peut guère aller au-delà de ces enquêtes. Mais enfin, c'est déjà pas mal parce que ça permet d'avoir des informations fiables avec des opérateurs extérieurs qui viennent voir exactement ce qui se passe. Mais derrière les enquêtes, vous pouvez avoir ensuite des procédures judiciaires. Merci beaucoup Yves Doutrio, donc ancien ambassadeur de France justement auprès de l'OSCE à Vienne et ancien représentant adjoint de la France aux Nations Unies. Je vous remercie d'être venu sur LCI ce vendredi matin. Je vous souhaite une bonne fin d'été, monsieur. Merci. Il est 8h50.